Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 21 de Vivant, Révolution dans le funéraire, avec Arnaud Dupré. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, mon invité sera Arnaud Dupré, cofondateur de Tellement Là, avec qui nous allons parler de révolution dans le funéraire. Ancien designer, Arnaud est un entrepreneur engagé dans le funéraire depuis de nombreuses années et il partage avec nous son histoire et sa vision inspirante de ce que pourrait être le funéraire de demain. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Arnaud Dupré. Bonjour Arnaud, bienvenue dans Vivant. Je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation. Déjà pour commencer, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, impeccable. Salut Teddy, et parfaite santé, très bien psychologiquement et plein d'optimisme. C'est parfait, on va passer un bon moment ensemble. Je vois que tu as un sweat incroyable sur lequel il y a écrit jambon beurre, c'est vraiment royal pour commencer. Dis-moi Arnaud, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors Arnaud Dupré, donc 39 ans, bordelais d'adoption, originaire de région Centre, 2 enfants, euh, en couple et entrepreneur depuis 15 ans avec ma compagne, sur une première activité assez éloignée du funéraire et plus récemment sur maintenant Tellement Là, une entreprise qui a vu le jour ces dernières années, là, les 5 dernières années. Ok, qu'est-ce qui t'a amené à construire avec Adeline Tellement Là ? Alors Tellement Là, le funéraire est arrivé à nous de manière assez inattendue. Je dis à nous parce qu'effectivement, je ne suis pas seul dans l'entreprise. J'ai ma compagne qui collabore et qui participe à toutes les aventures Tellement Là. En fait, j'ai mon frère qui était conseiller funéraire, avec lequel on échangeait sur pas mal d'aspects. On avait aussi envisagé, il y a quelques années, en 2012, je crois, 2011-2012, la partie QR code dans le funéraire. Il croyait en fait à la possibilité d'apporter des choses un peu différenciantes aux familles de manière locale, hein, sans aucune ambition nationale ou autre. Donc on avait fait 2-3 tentatives, effectivement, et puis voilà, ça m'avait sensibilisé, mais sans plus. Et voilà, il a eu un accident de la route, il a été renversé par un bus de ville. Il est décédé à 27 ans et il a fallu gérer ses funérailles, accompagner mes parents, sa femme, son fils. Et là, on a découvert en fin de compte son métier et les possibilités du métier, mais aussi finalement les faiblesses, et principalement les faiblesses. Et en fait, on a été assez révoltés spontanément, enfin moi particulièrement, j'ai été assez révolté par un métier que je découvrais plus ou moins, puisque finalement, bien que j'en entende parler, je ne maîtrisais pas du tout le sujet. Et toutes les questions que j'ai pu poser, toutes les frustrations que j'ai pu ressentir, j'ai jamais eu vraiment de réponse en face. Donc voilà, Tellement Là, je dirais il est décédé en octobre 2013. Ça a pas mal travaillé intellectuellement de mon côté pendant plusieurs mois. Et puis arrivé en janvier, février, j'ai eu un combat juridique durant 5 ans avec ma famille pour le défendre. Et en fait, on a rencontré une association de victimes de la route qui nous a accompagnés, avec laquelle on a un collectif, vraiment une association de familles, hein, rien d'institutionnel. Et en fin de compte, j'ai découvert que les constats qu'on avait, finalement, on n'était pas les seuls à les avoir. Beaucoup de familles avaient été finalement, c'est pas maltraitées, mais n'avaient pas forcément trouvé ce qu'elles espéraient durant la gestion de leur deuil et la gestion des funérailles des proches décédés. Et donc, on s'est dit, voilà, nous, aujourd'hui, on fait différentes expériences avec notre entreprise qui a 15 ans. On propose des choses dans des milieux totalement superficiels, tels que la cosmétique ou autre. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui que toutes ces technologies ne soient pas mises à profit dans un domaine tel que le funéraire. Et la révolte s'est un peu transformée finalement en objectif personnel. Et en juillet 2014, donc à peine un an après son décès, on posait le nom de domaine Tellement Là, de manière à aussi lancer quelque chose, à rendre physique un peu une démarche, une intention. Et puis, avec l'objectif qui était en fait on avait regardé un peu ce qui se passait sur le métier de par l'agence que l'on a à côté.
on avait regardé stratégiquement le funéraire, comment bouger un peu le funéraire, comment pouvoir à un moment donné avoir un écho, se faire entendre, sans aucune ambition économique ou financière ou quoi que ce soit. C'était plutôt une détermination un peu personnelle qui devenait collective, mais voilà, sans plus. Et on avait pour objectif, du coup, le Salon de Paris en 2017, en se disant, essayons d'aller voir des acteurs du métier, voilà, partageons, essayons de remonter une voie que l'on pourrait avoir de manière collective. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, sans aucune arrière-pensée derrière. On ne savait pas du tout où on allait. Mais c'était important et je pense que ça s'est transformé plus en thérapie qu'en objectif entrepreneurial au départ. C'est plus une thérapie de long terme. Moi, ça m'a fait énormément de bien de travailler sur ce sujet. Et puis, je suis toujours aussi ravi de travailler et même aujourd'hui passionné par le domaine. Ok, tu peux nous dire un mot de l'association dont tu as parlé et auprès duquel vous êtes engagé? Oui, alors c'est collectif Justice Victime Route. Donc, c'est une association basée à Béziers, représentée par Cathy, qui est une amie. C'est une association en fait avec laquelle, on va dire une association de cœur, parce que il y a eu aucun échange stratégique entre nous. Moi, j'ai eu un combat de 5 ans juridiquement, comme je le disais, avec la femme de mon frère pour défendre son fils, ses intérêts, avec ma maman, etc. Et en fait, on n'a rien lâché, on a été déterminés, mais parce qu'on s'était dit, ben, voilà, il y a un moment donné, c'est une grande entreprise contre laquelle on se défendait, hein, qui était une entreprise nationale voilà, de transport bus local. Et du coup, effectivement, on a été assez malmenés. Il y a eu pas mal de choses que je n'ai pas trouvées correctes. Et en fait, peut-être aussi avec la fibre entrepreneur ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'était fait un point d'honneur à se défendre. Et cette association, j'ai découvert qu'en fait, beaucoup de familles, de nombreuses familles, n'ont pas ces capacités. Et je ne parle pas de capacités financières, intellectuelles ou autres, mais cette révolte, elle est là, je pense, chez dans beaucoup de familles. Après, effectivement, certains vont pouvoir envisager d'aller combattre et d'autres vont peut-être aussi préférer aussi l'apaisement. Et malgré tout, ce ne sera jamais un sujet tout à fait réglé. Et donc, du coup, effectivement, cette association-là, j'ai vraiment adhéré particulièrement à l'association et avec Cathy, les échanges que l'on a, voilà, c'est vraiment une relation de long terme aujourd'hui qui se poursuit. On soutient d'ailleurs cette association tant qu'on le peut financièrement, tout ce qu'on peut faire, on essaie de le faire, même s'il y a un désintérêt complet financier, hein, la question n'est pas là. Mais voilà, c'est important pour moi parce que c'est la boucle est bouclée quelque part. En fait, mon frère a eu un accident de la route, on a créé tellement là suite à ça parce que révolté pour les familles. Et finalement, aujourd'hui, si on peut de près ou de loin soutenir à l'avenir cette association encore plus, on le fera avec grand plaisir et ça fera partie aussi du cahier des charges initial. Il n'y a pas de raison que ça change en tout cas. Merci beaucoup Arnaud. Donc concrètement, est-ce que tu peux me dire quelle est la raison d'être de Tellement là? Tellement là, l'idée initiale, en fait, c'est d'intervenir. Les trois piliers en fait de Tellement là au départ, les facteurs vraiment déclencheurs, ça a été en fait finalement ce constat. Mon frère a été donc on a fait le choix d'une cavure pour mon frère. Euh, donc avec la crémation, etc. On s'est retrouvé, en fait, il avait un enfant de 5 ans qui a grandi maintenant, mais en 2013, et qui s'est retrouvé devant une plaque de béton de 60 centimètres par 60 centimètres, et avec un carreau de carrelage et un autocollant posé dessus, avec une erreur dans la date de naissance. Donc 4 informations, date de décès, date de naissance, nom, prénom. Sur ces 4 informations, il y avait une erreur sur un carreau de carrelage posé comme ça sur une plaque de béton. À un moment donné, l'écho a été très compliqué. Il a fallu, durant les 4 à 6 jours d'organisation, on a eu beaucoup de difficultés déjà à gérer notre propre événement parce que c'était pas simple d'assumer ce qui venait de se passer. Et en même temps, il a fallu prévenir ses amis, ses collègues de travail, tout son environnement proche. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très dense, qui ne nous a pas permis finalement de vraiment, aussi bien à mes parents qu'à nous-mêmes, de vraiment vivre l'événement et de pouvoir comprendre réellement ce qui s'était passé. On était vraiment dans l'euphorie finalement de l'organisation. Je pense que tout le monde connaît ça lorsque l'on gère un deuil, c'est qu'on est happé par finalement l'ensemble des choses à faire, et qui plus est quand il faut accompagner aussi ses parents ou autres, ça vient aussi voilà, empiéter sur notre temps personnel. Et donc, il y a eu cette espèce d'absorption du temps sur la petite semaine qui s'est écoulée. Le jour J, au moment de l'inhumation, cette plaque de béton, sans du tout, avec aucune solution proposée par les pompes funèbres,
Quand je les ai questionnés, pour eux, la mission était terminée, ils se sont retirés. La prochaine étape étant de poser une pierre définitive, un granit. Et donc, j'ai trouvé ça compliqué. Et le lendemain, ce qui m'a heurté le plus aussi après, c'est le lendemain, quand on retourne sur la sépulture avec son fils, et que là, bah, il se passe rien en fait. On est devant une plaque de béton, il n'y a plus vraiment l'assemblée, il n'y a plus vraiment l'émotion générale collective, et là, c'est d'autant plus compliqué. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parlais de révolte. Il n'y a pas vraiment de combat, on n'est pas dans le militantisme ou autre, mais je théorise pas du tout. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment m'éloigner des théories. Je ne suis pas sociologue, ou je n'ai pas de philosophie à proprement parler. Je fonctionne plutôt à l'instinct chez tellement là. Et je pense qu'on est loin d'avoir tout imaginé. On a encore plein de choses dans les cartons, et on va les pousser. Je suis designer de métier, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est mon métier premier, ma femme également. Et pour nous, il est impératif effectivement qu'on puisse ouvrir le spectre sans jamais remettre en question le protocole actuel. La question n'est pas de révolutionner le protocole, il est simplement de l'enrichir, de permettre de proposer des solutions concrètes, tangibles, pour les familles, pensées par des familles. Je revendique aussi cet aspect-là. On est avant tout, nous, une famille, pas professionnelle du funéraire, et ça ne m'intéresse pas de le devenir. Je travaille aujourd'hui avec le concours des pompes funèbres indépendantes du secteur français et belge. Je ne suis pas un professionnel funéraire, je ne veux pas le devenir, je veux garder ma fraîcheur en tant que famille, mon ressenti, mon affect. Et voilà, on industrialise des solutions, on fait en sorte de les mettre au service des familles, et c'est ce qui importe aujourd'hui, pas plus, pas moins. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Oui, si, tu as répondu à ma question. Donc concrètement, vous proposez des monuments temporaires pour que voilà, l'espace ne reste pas vide et impersonnel, tant qu'il n'y a pas le monument, je dirais, définitif. C'est ça, c'est ça. La première intention que j'ai eue, hein, c'est dès le lendemain en fait, des funérailles de mon frère. En fait, j'ai couru les Leroy Merlin, Bricomarché et France Cité 3, non, c'est ça, Oui, Brico c'est ça, Dépôt. c'est ça. Ça n'a pas d'importance. Et du coup, voilà, j'ai imaginé un artifice en fait bricolé vraiment sur l'établi chez mes parents. Je voulais qu'il y ait quelque chose en fait, que l'on puisse se recueillir sur quelque chose et que ce soit beaucoup plus parlant. Sa femme, Marie, nous avait transmis une photo que l'on avait imprimée pour les funérailles. Encore une fois, j'ai une société, moi, de création, une agence de création qui a 15 ans, 16 ans. Et donc, tout ce qui est impression, réalisation, fabrication, enfin, c'est notre métier, c'est notre quotidien. Donc, aujourd'hui, j'avais tout de suite sorti les contacts, etc., pour essayer d'imprimer quelque chose sur un format rigide qui soit quelque chose de parlant et qui parle au plus grand nombre, à tous mes proches. Et surtout pas cette plaque de béton que je trouvais mais juste inappropriée. Et donc voilà, on avait mis en place quelque chose, je crois que c'est en 3 jours, ça avait été fait. On était déjà dans les 72 heures sans le savoir. Mais c'était vraiment bricolé. Et quand j'ai vu l'émotion, le pouvoir qu'avait cette plaque pour ma maman, pour sa famille, pour moi, à titre personnel, ça a changé pas mal de choses. Et c'est dans un village de quelques centaines d'habitants, donc on n'est pas dans une grande ville. Et puis, en fin de compte, en parlant avec l'association, en parlant avec Cathy en particulier, en partageant tous les ressentis du funéraire, sachant que c'était pas simple, hein, le funéraire en 2014, quand on en parle, Teddy, même si ça évolue vite, pourquoi m'intéresser au funéraire? J'ai eu beaucoup de questions de l'extérieur. Qu'est-ce que je fais avec cette idée du funéraire? Pourquoi je vais sur ce funéraire? Pour être très transparent avec toi, je n'avais pas besoin du funéraire. J'ai une entreprise depuis 16 ans. On n'a pas créé tellement là avec Adeline pour devenir millionnaire ou pour faire une belle opportunité financière. Aujourd'hui, on s'autofinance, c'est de l'argent de famille uniquement, et j'insiste dessus, il n'y a pas d'investisseur extérieur aujourd'hui, pour l'instant. Euh, c'est une volonté aussi de garder la main sur tellement là. On ne sait pas où ça ira. On est prêt aujourd'hui à prendre des risques au-delà de ce que l'on a déjà pris. Mais voilà, la finalité, c'est simplement que ça fait du bien aussi de travailler sur des produits où voilà, il y a un ressenti, il y a un vécu, ça plaît. Et moi, j'en suis le premier avis. C'est un peu l'idée de départ. Ça part d'un bricolage, et aujourd'hui, on a commencé avec ce monument temporaire, comme tu le disais, qui est livré en 72 heures, qui est personnalisé à 100%, qui a une durabilité toute relative, puisqu'encore une fois, c'est du temporaire. L'idée, c'est vraiment d'être là le jour J, de prendre soin de l'assemblée, d'être là aussi le lendemain. On avait, on avait mis en place aussi l'expérience en réalité augmentée sur ce monument le lendemain,
pour partager en fin de compte. J'ai beaucoup de familles, notamment avec le collectif Justice Victime Route. Cathy me disait, tu sais, il y a beaucoup de parents qui sont dépités, les adolescents viennent pas au cimetière, ils n'y voient pas d'intérêt de se recueillir sur la tombe de leur père, leur grand-père, leur grand-mère, peu importe, leurs proches, leurs frères, leurs sœurs, et les parents sont souvent seuls. Et moi, pour moi, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose. On n'attend pas tellement là pour avoir un disque dur de photos du défunt à regarder à la télé à la maison, dans son canapé. En revanche, il faut que je trouve quelque chose qui rassemble au cimetière. Et faisant de l'arité augmentée depuis 7-8 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible, on en fait pour des flacons de parfum, on en fait pour diverses choses. Ça doit pouvoir apporter quelque chose in situ, au cimetière. Et encore une fois, c'était un ressenti de famille, pas de professionnel du funéraire. Et donc, on a imaginé un carrousel de photos du défunt, sa mélodie préférée, etc., qui viendrait directement la tombale ou la cavure, peu importe, temporaire. Et c'est une expérience voilà, que l'on a mise dans les mains de diverses familles. Et effectivement, chaque fois qu'on voyait le ressenti, l'émotion, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on est in situ dans un lieu qui est un lieu de mal-être, le cimetière, moi, pour avoir énormément échangé avec des particuliers, parce qu'encore une fois, je revendique l'être, ça reste un lieu de mal-être. C'est très compliqué comme lieu aujourd'hui. C'est un lieu qui est pas très accueillant, même si j'ai pas de critique particulière, il reste tout à faire sur ces lieux-là. Et aujourd'hui, l'accueil des familles, le lieu de vie, ça doit devenir un lieu de vie. Et voilà, tout comme peuvent le devenir aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais les crématoriums. Je travaille personnel sur les crématoriums aussi, et pour moi, il y a un vrai travail de fond à faire sur ces aspects-là. Ouais, c'est sûr. Je rebondis sur ce que tu disais, tu sais, en aparté, c'est Delphine Orwiller qui expliquait que le mot hébreu, le mot cimetière en hébreu, ça veut dire maison des vivants. Donc tu vois, ça rejoint tout à fait ce que Ouais, tu disais. tu vois, ouais. C'est vraiment des lieux de vie. Pour moi, c'est du partage. Il doit y avoir du partage. C'est pas forcément le poids du deuil, mais plutôt le partage, se remémorer des moments, se remémorer la personne, revivre des instants. Et tout ça, ça a du sens. Tout ça, ça a beaucoup de sens. Par contre, ça fait du bien aussi. La société telle qu'on la développe aujourd'hui, c'est vrai que le deuil est aussi un. Alors, on parle souvent de tabou. C'est même pas un tabou, je pense que c'est une gêne simplement sociétale. À un moment donné, culturellement, le deuil, ça pose problème. Quand vous perdez quelqu'un, vous vous apercevez assez rapidement que peu de personnes, finalement, même si beaucoup prétendent être à vos côtés, peu vous en parlent. C'est assez indisposant. Moi, je sais que mon frère, par exemple, j'ai perdu mon frère en 2013 et mon père 4 ans après. Donc, du coup, le deuil, j'ai perdu un ami d'enfance en 2004. Donc, qui s'est suicidé. Donc voilà, le deuil, on le vit depuis plusieurs années maintenant, malheureusement. Et peu en parlent. Hein. Enfin, sincèrement, c'est quand même aujourd'hui, je le vois autour de moi, amis, famille, ça reste un sujet qui aujourd'hui, ça fonctionne pendant 15 jours, 3 semaines, mais passé un certain temps, à moyen terme, on se retrouve assez vite seul. Et ces lieux-là, malheureusement, ne permettent pas aussi cet aspect collectif. C'est ce que je ressens. Après, c'est un avis très personnel. Ça n'a pas de, j'ai pas de théorie moi sur le sujet. Là. Tu sais, encore une fois, c'est de l'instinct et pas plus. Hein, pas Oui, plus non, pour mais je moi. suis d'accord avec toi. Après, pour rejoindre ça, et si je prends mon cas perso, typiquement, mes grands-parents donc, voilà, sont dans un jardin du souvenir, dans un petit village de campagne. Le cimetière, bah, il est tout, voilà, il est tout petit, il a aucun charme, clairement. Hein, c'est du béton, du béton, du béton, du béton. Et le jardin du souvenir, dans mon imaginaire à moi, puisque je m'y étais pas rendu avant un petit moment, enfin voilà, je m'y étais pas rendu. euh, J'imaginais quelque chose d'un petit peu voilà, végétalisé, etc. Bien sûr. Et concrètement, quand je m'y suis présenté, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé leur plaque sur un mur béton. Tu as 3 graviers au sol Oui, qui sont là parce qu'ils doivent être là et c'est même pas réfléchi, c'est pas agencé. oui. Donc concrètement, moi je préfère avoir mes pensées pour moi, en fait, plutôt que d'aller là-bas Oui, parce oui, que bien ça sûr. donne pas envie. Ça donne pas envie du tout. Mais tu sais, c'est un partage. J'en ai souvent discuté. Moi, je ne sais pas si elle appréciera que je la cite. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, quand on en discute, me dit souvent qu'elle ne ressent pas le besoin d'aller au cimetière, effectivement, qu'elle n'en a pas le besoin. Et je le comprends parfaitement, en fait. Ça a beau être un lieu, effectivement, qu'on peut trouver beau, etc., parce que finalement apaisant pour certains et difficile pour d'autres, malgré tout. Donc, du coup, voilà, chacun y trouve ce qu'il vient y chercher. Parfois, certains, c'est une épreuve pour y aller. Parfois, moi, je sais que j'aime y passer du temps, mais plus à titre personnel, hein, complètement de manière extraite de tellement là. Peut-être aussi parce que j'ai une relation avec le deuil, le défunt et la mort en général
qui est propre à, voilà, qui est propre à moi, hein. Mais je comprends, effectivement, je comprends cette l'espèce d'anomalie d'aller dans un cimetière, se recueillir dans un endroit où finalement on parle d'accueil. J'ai eu un long échange avec une entreprise qui est promoteur, construction, en fait, bâtisseur de crématorium. Et on devait collaborer. C'est pas dit d'ailleurs que ça ne se fasse pas. Ça fait plusieurs années que je travaille sur l'accueil dans les cimetières, sur du mobilier, sur des choses. Je réfléchis. J'avais rencontré des architectes au Salon de Paris qui étaient venus nous voir aussi, qui étaient orientés sur ce périmètre-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai été contacté par un bâtisseur français qui voulait nous rencontrer. Donc, on est allé le voir au crématorium qui venait de sortir de terre, hein. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, j'ai aucune critique à émettre. Je ne suis pas architecte. On travaille avec des architectes assez régulièrement avec ma deuxième activité. Mais ce que je déplore à chaque fois, c'est vraiment, et ça reste aussi un avis très personnel, mais là, peut-être un peu plus qu'un avis personnel, c'est qu'on travaille énormément l'enveloppe. On est très content de livrer le livrable, c'est une belle enveloppe pour une municipalité. On a un crématorium en bois, nouvelles normes écologiques, etc. Tout à fait passif. Ok, très bien. On fait un jardin des souvenirs derrière pour dire, un espace de dispersion même, plus qu'un jardin des souvenirs. Et en définitive, la traduction est catastrophique. J'y suis allé, hein, donc je parle en connaissance de cause. Le jardin ne fonctionne pas, l'espace vert derrière, c'est catastrophique, c'est une friche avec 3 arbres plantés. Aucune réflexion sur le rituel, aucune réflexion sur l'affect que les familles peuvent ressentir lorsqu'elles arrivent. On voit toute la partie technique de ce crématorium. Non, mais c'est sûr. Après, il y a une évolution quand même. Quand j'ai perdu ma grand-mère en 2012, le passage au crématorium, ça a été extrêmement dur parce qu'on nous a mis dans une petite pièce sombre, rideau rouge, avec une petite vitre sur lequel qui donnait sur cette salle carrelée blanche. Et il y a un mec qui a chargé le cercueil dans le four. Tu voyais même les flammes qui sortaient du four. Bref, horrible. Horrible, horrible, je suis sorti, hein. Enfin, c'est catastrophique. Et quand tu sors, bah, t'entends les bus de gaz à l'extérieur qui commencent à charbonner, donc ça fait plaisir. Par contre, ce même crématorium a évolué et pour mon grand-père, c'était beaucoup plus apaisant, beaucoup plus doux. Donc il y a eu un travail quand même. Après, je pense pas que ce soit la grande majorité quand même. Définitive, l'enveloppe est belle, mais le contenant à l'intérieur n'y est pas. C'est impersonnel, on travaille, c'est ce que je leur disais, on travaille beaucoup mieux l'accueil dans l'hôtellerie, dans le tourisme, que dans le funéraire, que dans le secteur funéraire. Et aujourd'hui, à un moment donné, on accueille quand même des familles qui sont dans un certain désarroi, qui n'ont pas encore compris ce qui se passe, parce que souvent c'est un peu brutal, et on a des espaces qui aujourd'hui ne les accueillent pas, qui les reçoivent et qui les et le constat le plus concret que je peux mettre en avant sur ces aspects-là, pour finir sur la partie crématorium, tu regardes Teddy, je pense que tu l'as vécu certainement aussi, ou tu l'as déjà constaté peut-être. Tu regardes une famille qui arrive au crématorium, la cérémonie se termine, tu as plus de personnes en train de fumer une cigarette ou boire un café sur le parking qu'à l'intérieur du crématorium lui-même. Donc en définitive, ça traduit bien finalement, encore une fois, qu'on n'exploite finalement pas ce lieu tel qu'il pourrait l'être aujourd'hui. Donc voilà, la réflexion que j'ai sur les crématoriums depuis plusieurs années, elle est quelque part à la même au niveau du cimetière. C'est que je pense que le cimetière, il y a eu, par la force des choses, une forme qui s'est installée, mais on peut peut-être, effectivement, j'ai pas les solutions, il faut y réfléchir, mais je pense qu'on peut y apporter certainement des choses, voilà, de manière simplement, c'est du bon sens après, du bon sens. C'est sûr. Merci beaucoup Arnaud pour tout ça. Est-ce que tu souhaiterais partager des livres, ou en tout cas des ressources ou des choses, toi, qui t'ont apporté ou que tu aimes lire, que tu trouves inspirantes, que tu aimerais partager avec ceux et celles qui nous écoutent? Encore une fois, c'est ce que je te disais, je veux vraiment pas rentrer dans la théorisation du funéraire, mon point de vue n'implique que moi finalement. Je lis énormément de choses, mais plutôt sur de la, faut que ce soit très sociologique, très, très, voilà, des points de vue, mais plutôt quelque chose de très malléable. Ça m'intéresse énormément. Et j'avais découvert, lorsque j'ai perdu mon frère, Adeline, ma compagne, m'avait offert Vivre sans toi des éditions Chroniques sociales, petite maison d'édition sans prétention, j'imagine, mais tout à fait qualitative. Et ils ont toute une collection de quelques ouvrages. Donc, il doit y avoir 5 ou 6 ouvrages dédiés à l'accompagnement du deuil périnatal, deuil d'un conjoint, deuil d'un frère ou d'une sœur. Et c'est des ouvrages effectivement qu'on distribue d'ailleurs sur notre site auprès des pompes funèbres à l'unité, puisqu'on a effectivement ce statut libraire qu'on a négocié avec plusieurs maisons d'édition, de manière à pouvoir aussi fournir le livre à l'unité et non pas par carton de 50,
pour faciliter aussi l'accès à ces ouvrages-là. Et cette maison d'édition, j'avais beaucoup apprécié parce qu'il s'agit principalement de témoignages, de vécus. Et du coup, tous ces parallèles font que finalement, on parlait de vulgarisation. Le cheminement de tellement là, le départ, c'est un constat personnel qui est devenu collectif avec la rencontre de cette association et la découverte que finalement le ressenti que j'avais était finalement partagé par d'autres. C'est un peu la même chose avec les ouvrages de chronique sociale, notamment Vivre sans toi, le deuil d'un frère, une sœur. C'est beaucoup de témoignages. Et ces témoignages-là, moi, plus qu'une théorie finalement sur le funéraire, ce qu'il faudrait penser ou ne pas penser, comment évolue le funéraire ou autre, je préfère énormément lire énormément de vécus, de ressentir les remontées de chacun et m'en imprégner en fait. Et voilà, ça me passionne beaucoup plus. Et justement, en quoi ça te nourrit? Après, je suis le premier convaincu hein, que partager des témoignages, ça casse la solitude. Je fais un podcast où une partie des épisodes, c'est effectivement des témoignages de deuil qui sont soit positifs, soit inspirants, qui n'enlèvent pas la peine, mais qui montrent que bah, voilà, il y a une voie de sortie et qu'on peut en ressortir plus fort, plus nourri, plus grandi aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Bah, je fais un métier initialement avant tellement là, hein, c'est ce que je disais, je suis designer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de génie dans le design, il n'y a rien. Pour moi, c'est simplement essayer d'étudier son univers, d'essayer de comprendre une problématique produit ou service, de comprendre aussi, d'analyser les usages et essayer d'y répondre le mieux possible par différentes voies. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le funéraire, c'est pas d'appliquer ma théorie ou ma vision des choses, c'est plutôt de me remettre en question en permanence. Je ne pense pas, moi, avoir un... Il faut vraiment faire la disparité quand on est, je pense, dans le funéraire tel que je le suis, entre mes émotions personnelles, mes ressentis, et finalement ce dont les familles ont le plus besoin. Aujourd'hui, je ne cherche pas, moi, à me faire plaisir ou à généraliser un besoin qui était le mien ou celui de ma famille. Je cherche à essayer de trouver des solutions qui accompagneront le mieux les familles proches de défunts. Et en ça, en fin de compte, en lisant énormément d'expériences, en lisant énormément de témoignages, finalement, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des choses qui corroborent, il y a des nouveautés, il y a des ressentis différents à des âges différents d'un enfant, d'un adulte, d'un adolescent. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, la théorie sur le deuil, pour moi, je pense qu'elle n'est pas forcément connectable à la philosophie tellement là. Je suis plus dans l'instinct et encore une fois très connecté famille. Donc j'ai besoin de ces retours-là parce que je me remets en question. Et si je veux avoir les bons ressentis, les bonnes sensibilités, il faut que je m'imprègne aussi de l'avis de chacun et des remontées de chacun. Donc tous les avis sont bons à prendre. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut pour révolutionner le funéraire demain. Au contraire, on a travaillé. Je viens en tout aparté, je fais très vite. Teddy, hein, tu me dis si je suis un peu long, mais moi, je viens d'une école de design basée à Troyes et Adeline m'accompagne également. On a fait nos études, 5 ans de design là-bas. Du coup, voilà, on a eu la chance d'accéder effectivement à une réflexion collective d'étudiants. Et Morane et Nicolas, peut-être qu'ils écouteront le podcast, sait-on jamais. Deux étudiants de cette école, en fait, voilà, un projet autour du deuil, autour de la réflexion du funéraire, comment aujourd'hui ils ont voilà, il y a eu tout un travail autour de la céramique, du deuil, etc. Il y a plusieurs projets qui en sont sortis. On en a sélectionné 4 avec tellement là. Et tu vois, là, ce ne sont pas des remontées personnelles, c'est plutôt effectivement le fruit d'un travail de 2 étudiants que j'ai trouvé vraiment magique. C'est top. On est en train aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus d'1 an, travailler tout ce projet-là, d'essayer de lui donner vie. Ça va être fabriqué en France à Limoges. On a ouvert un établissement secondaire à Limoges pour ces raisons-là, de manière à vraiment faire les choses le plus sainement possible. Et j'ai trouvé qu'effectivement, tu vois, leur lecture du funéraire, leur sensibilité avait enrichi encore une fois le parcours qui pouvait être le nôtre. Et on a présenté ces produits-là, qui sont des prototypes aujourd'hui au Salon de Paris. Les retours ont tous été positifs. Donc aujourd'hui, je m'alimente énormément, encore une fois, voilà, du ressenti de chacun. On analyse, on partage, on construit ensemble. Et c'est ce que je retrouve dans tous les ouvrages que je lis. Le dernier en date, le magazine qui vient de sortir, Mortem, où bien sûr, forcément, je l'ai acheté. Merci Sarah d'ailleurs pour ce travail, c'était top. Et j'imagine que tu en as pris connaissance aussi, Teddy. Bah, évidemment, le vivant a été cité dans les podcasts à écouter, donc, et puis même, Sarah fait un travail super. Exactement, j'ai vu ça. Ouais. Et non, mais c'est top, c'est une belle dynamique. Et là, pareil, j'ai trouvé très intéressant qu'il n'y ait pas forcément ce volet ultra professionnalisé, mais plutôt un volet plein d'intentions autour du comment aujourd'hui le funéraire évolue. Et je pense que c'est ce qui me passionne le plus, moi.
Tu vois, si on s'intéresse, après ça, alors par contre, ça devient très professionnel, très personnel, si on s'extrait de finalement tout ce ressenti, cette spontanéité, en fait, cette sensibilité de chacun, on arrive assez vite dans le côté ultra professionnalisation du funéraire. Et alors là, je trouve que sincèrement, de toi à moi, et finalement un peu plus maintenant avec le podcast, euh, ça perd énormément, tu vois, le côté terme innovation funéraire est tellement galvaudé aujourd'hui, cette terminologie. Je déplore d'ailleurs des fois l'innovation. On a ajouté un coloris dans le granit et c'est hyper innovant. Les familles ont besoin d'autre chose. Encore une fois, on met. Je vais pas être. Voilà, je n'attaque rien, mais il y a des intentions dans le funéraire qui, moi, voilà, me déroutent un peu parfois. Je pense notamment à parfois des intentions de ruches autour de pompes funèbres. Il faudra m'expliquer ce qu'apportent les ruches aujourd'hui auprès des familles. Je préférerais encore du pâturage autour des pompes funèbres et que les enfants puissent, durant le moment un peu difficile des parents, que les plus jeunes s'amusent de voir des animaux et partagent ces éléments-là. Mais tu vois, voilà, j'ai envie vraiment, moi, d'être au service des familles. Je ne prétends pas être celui qui l'est plus que les autres, hein, c'est pas ça. Voilà, c'est simplement voilà, un ressenti un peu trop. Pour le coup, c'est de l'affect, la pure. Je m'évade un peu, peut-être, je ne sais pas. Et non, je ne pense pas. Je ne pense pas. À mon sens, il y a vraiment un décalage de plus en plus important entre les attentes profondes des gens et la réalité. On est trop dans des cérémonies qui sont en kit, qui sont faites à la chaîne, où c'est le même texte pour tout le monde, où il n'y a aucune personnalisation, etc. Donc je pense que là, on est dans une phase où petit à petit, tout un chacun doit apprendre à se réapproprier ces rituels pour pouvoir après continuer à avancer, vivre mieux et justement pas subir la mort, mais je dirais l'accepter, puisque sauf faire de ma part, on est tous mortels, et de se l'approprier en fait, pour avancer plus vite, pour grandir mieux, etc. Donc non, non, à mon sens, tu ne divagues pas. Est-ce que tu aimerais ajouter un petit mot voilà, pour conclure et en tout cas, je te remercie pour cette belle sincérité que tu as et que j'apprécie vraiment chez toi. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais t'apporter comme point complémentaire? Je ne sais pas, je te dirais que toutes ces nouveautés sont parfois jugées par le métier comme futiles. Ça, c'est des choses que j'entends hein, concrètement. Pas forcément les interventions tellement là, mais en général, beaucoup de nouveautés parce que ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi ajouter d'autres choses? Je leur répondrai, moi, que finalement, je crois que c'est De Vinci qui disait ça, mais euh, c'est dans les détails qu'on fait la perfection. Et je dirais qu'aujourd'hui, si on veut des funérailles à proprement parler, parfaitement adaptées à la famille en question, et non pas aux familles de manière générale, c'est peut-être dans le détail qu'on fera la différence. Et c'est en répondant à tous ces petits détails, ces petits interstices, avec des solutions hyper identifiées, que l'on s'approchera en tout cas de la perfection qui est propre à chacun. La perception est personnelle, donc là, on a chacun sa propre conception de la perfection. Mais voilà, je dirais que le détail dans le funéraire n'en est pas un. Les détails n'en sont pas. Il faut les. Voilà, je pense que chacun, bout à bout, on fera quelque chose de magique et de magnifique pour les proches de défunts. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. J'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a plu. J'espère avoir été au moins à la hauteur de tes attentes. Ah bah oui, Voilà. au moins ça, au moins ça. C'est pas évident. Non, mais ça reste un exercice, tu sais, délicat. Hein. Ça reste un exercice délicat. Mais merci encore, Teddy, pour Avec un grand plaisir. cet échange. C'était top. Et puis j'espère à très bientôt physiquement, Bah écoute, oui, dans à d'autres suivre. circonstances. Ouais, à suivre. Merci beaucoup Arnaud. Merci Voilà. pour ta sincérité et ta franchise. Voilà, vraiment ton extrême franchise que j'apprécie beaucoup, qui fait toi une personne authentique. Et donc, à très vite. Belle journée. Prends soin de toi. Salut. À bientôt, Teddy. Merci. Bon courage. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un mot gentil. Ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, le 23 décembre prochain. Mon invité sera Christophe Fauré. Je vous donne rendez-vous pour un épisode vraiment exceptionnel. Soyez au rendez-vous. Pour finir, si vous êtes confronté au décès d'une personne que vous aimez et que vous souhaitez vous libérer des démarches administratives à réaliser suite à ces obsèques en 27 minutes, simplement, sans se poser aucune question et en étant accompagné à chaque étape, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
www.tranquillité.fr. Je vous remercie vraiment de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant. N'hésitez pas à commenter, partager les épisodes. Je vous dis à très très bientôt, mille merci à vous et surtout, prenez soin de vous.